L'exercice va être un peu délicat parce que répondre à tout ça en 10 minutes, c'est évidemment un exercice impossible. Je vais essayer de faire de mon mieux, en vous disant d'abord en propos liminaire que la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté, c'est une ambition et des moyens considérables pour nos politiques sociales. Ça n'est pas ni une baguette magique autoréalisatrice, ni la prétention de tout régler par une stratégie aussi pertinente ou co-construite, puisqu'elle l'a été, soit-elle. Donc, un grand nombre des limites ou des questions que vous posez sont ô combien légitimes, méritent qu'on continue de travailler, et on va continuer de travailler, d'améliorer la copie. On est assis sur aucune certitude, et on connaît tous, je pense, depuis qu'on a quelques heures de vol dans le social, on sait tous que c'est un chemin d'humilité, donc moi j'ai aucune prétention ni à la vérité ni à la perfection, heureusement. Merci pour vos remarques, y compris vos critiques, parce qu'elles vont nous permettre d'avancer. Alors, pour répondre un peu, je vais essayer forcément d'être assez rapide, donc ne m'en voulez pas si ça paraît parfois un petit peu brutal comme réponse. Sur l'inconditionnalité, M. Delplanque, je vais prendre fondamentalement, nous considérons que la conditionnalité, il y a aussi, pour utiliser les grands mots, le fait qu'on est dans des prestations sociales qui sont quérables, il faut les demander, c'est ce qui fonde aujourd'hui le fait qu'on est dans des engagements partagés, réciproques, entre la société et les personnes. D'ailleurs, d'un point de vue philosophique, on pourrait parler justement du fait qu'on n'est pas dans une logique individualiste, mais dans une logique personnaliste, hein, si on veut se raccrocher là-dessus. Bon. Je le dis par rapport aux autres questions qui ont eu lieu là-dessus, il faut bien distinguer l'inconditionnalité, qui est le fait qu'il y a zéro condition pour accéder à quelque chose. Bon, c'est pas les principes, c'était même pas le principe du RMI au départ, il y avait une condition de ressources pour accéder au RMI, vous n'accédez pas au RMI de manière inconditionnelle. Le RMI, dès l'origine, a toujours été conditionnel. Il y a un autre sujet qui est en effet le rapport universalité-inconditionnalité. Donc là, M. Barbier, moi je ne conteste pas, je n'ai pas vos compétences universitaires. Par contre, moi je distingue les deux. C'est-à-dire que l'universalité, pour moi, c'est le principe même de nos politiques sociales qui sont universelles. C'est-à-dire que tout un chacun peut en bénéficier sous réserve de remplir parfois certaines conditions, notamment de ressources, etc. Donc c'est le cas pour l'accompagnement social. C'est le cas pour l'ensemble des prestations, qu'elles soient monétaires ou de services, de notre modèle de protection sociale. Il est universel, mais alors il est universel sauf pour les mesures qui sont ciblées sur des publics, justement, mais là, c'est pas le cas. Et il est conditionnel. Mais après, ça pose la question de l'automaticité. Et vous avez raison, l'automaticité, c'est un très beau sujet, parce que c'est un sujet de simplification pour les individus, et c'est ça qui vous intéresse. Et c'est un sujet de gain de temps pour les travailleurs sociaux. Et Julien Damon et Christine Cloarec ont une formule que j'aime beaucoup dans leur rapport, et que j'utilise un peu pour provoquer parfois les auditoires, c'est de dire, ils disent qu'il faut industrialiser la prestation pour mieux personnaliser l'accompagnement. Je trouve que c'est très juste. Alors le mot industrialiser, il fait un peu peur, je vais y revenir sur l'Universal Credit, parce qu'on a l'impression que c'est une machinerie opaque, complexe, qui va se substituer à un traitement d'un bel artisanat d'art, qui est quand même loin d'être la situation actuelle. Aujourd'hui, c'est aussi de l'industrie, mais de l'industrie défaillante qui fonctionne. Bon. Donc, sur l'automaticité, nous franchissons des premières étapes. Je le dis, et ce sera un élément de réponse, mais je trouve assez injuste ce qui est dit sur la partie santé de la stratégie pauvreté, qui pour moi est absolument considérable. J'étais dans le précédent plan pluriannuel, et rien sur l'accompagnement, rien sur la santé, rien sur tout ça. J'ai jamais entendu le 10e des réactions que j'ai entendues là, pourtant j'en étais dans le précédent plan. J'ai compris porter avec François Chérec et d'autres, donc je le connais bien. L'automaticité du renouvellement de la CMU-C pour les allocataires du RSA, c'est majeur. Enfin, on connaît tous des personnes, parce que les accidents de santé, c'est mal fait dans la vie, ça tombe souvent au moment où vous avez oublié de renouveler votre mutuelle ou vous avez votre problème. La vie est mal foutue. Et donc vous avez des gens qui tombent dans des trappes en termes de santé parce que le problème de santé arrive à un moment où ils ont oublié de faire le renouvellement. Donc l'automaticité du renouvellement, c'est pas rien. Toujours Julien Damon et Christine Cloarec, dans leur excellent rapport, disent que demain, pour un revenu universel d'activité, on pourrait avoir un système que eux appellent, alors excusez-moi, c'est un anglicisme, opt-out ou opt-in. C'est-à-dire, en fait, les pouvoirs publics vous disent, vous êtes éligible au revenu universel d'activité, vous pouvez décider, cocher la case de dire oui, je le veux, ou au contraire, donc ça c'est l'opt-in ou l'opt-out, on vous attribue le revenu universel d'activité, si vous ne le voulez pas, dites-le nous. Ça c'est l'opt-out. Donc soit je dois faire une démarche pour dire je le veux mais on m'a dit que j'y avais droit, soit on m'a dit on vous le donne et je dis éventuellement je ne le veux pas. Ça peut être un élément de la réflexion de la concertation. Je dis pas que c'est... Moi je suis
pas dépositaire aujourd'hui d'un mandat du gouvernement sur la fin et sur ce que sera la prestation revenu universel d'activité, puisqu'on va la concerter. Donc aujourd'hui, on n'a pas du tout défini le point d'arrivée de manière rigide, mais je dis, ça fait partie du sujet. Donc, cher monsieur, sur la partie, non pas inconditionnalité, mais automatisation plus forte, aide au renouvellement, aide à la délivrance de la prestation, on sait très bien qu'on va avoir une unification des bases ressources liée à la contemporanéisation des allocations logement, qu'on a une base de ressources nationale aussi beaucoup plus forte grâce au prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu. Donc on a aujourd'hui des outils qui peuvent à certains égards être effrayants, en tout cas qui posent des questions éthiques, donc il ne faut pas avoir une vision seulement technocentrée du sujet, mais on a des outils aujourd'hui de base de données qui nous permettent d'aller très loin dans la suggestion, le nudging, diraient les Anglais, hein, en termes de politique sociale c'est très important, c'est-à-dire on s'approche de l'automaticité. Après, est-ce qu'on ira ou pas jusque-là, ça fait partie des arbitrages politiques qui seront posés. Les APL, pourquoi elles sont dans le périmètre? Parce que, alors c'est un débat qu'on va avoir dans la concertation, il est loin d'être, mais le président l'a annoncé dans le socle initial. Vous savez qu'aujourd'hui, ce sont les prestations les plus redistributives. Hein. Les aides au logement, c'est celles qui ont le plus fort impact aujourd'hui dans la redistribution sur les revenus au niveau national. Et même si, au départ, les APL sont des aides pour solvabiliser l'accès au logement, chacun sait, et c'est l'enjeu du forfait logement dans le RSA, qu'en réalité, c'est aussi une aide à la personne. C'est toute l'ambiguïté, ça fait 3 décennies que le déséquilibre aide à la pierre, aide à la personne, la nature des APL est en jeu et en débat. Moi, je pense qu'on ne peut pas ignorer la situation du logement dans une situation sur les minima sociaux et que les APL sont un bon moyen de travailler sur le taux d'effort des ménages en situation de pauvreté. Si on veut parler de la réalité de la pauvreté, il faut parler du fait qu'aujourd'hui 2/3 des personnes en situation de pauvreté sont hébergées dans le parc privé et pas dans le parc public. Donc un taux d'effort bien plus important. Ça renvoie à ce que disait Guy sur l'article 55 de la loi SRU et le fait que même si ça progresse, il reste des territoires qui sont ouvertement récalcitrants et qui combattent la légalité républicaine d'une manière scandaleuse. Donc là-dessus, il n'y a rien à en redire. Mais enfin, il y a tout à en dire et rien à redire à ce que tu as pu exprimer. Donc on est très clair là-dessus. Donc moi je pense que c'est un élément de meilleure adaptation, hein, c'est la prestation ajustée dont parle Damoric Loarec, c'est un meilleur ajustement à la situation des personnes. Si on ne tient pas en compte la situation de logement, qui est un poste de dépense qui augmente et qui est absolument fondamental, je pense qu'on passe à côté d'une partie essentielle de la réalité de vie des ménages qui seront concernés. Alors, sur le niveau du RSA, cher monsieur, je vais parler de manière extrêmement directe. D'abord, il ne faut pas dire que le RSA ne va pas être revalorisé, c'est faux. Le RSA est revalorisé par la loi, il y a une loi qui prévoit une revalorisation indexée sur l'inflation tous les ans. Le RSA est indexé et donc il est revalorisé. Donc, non mais je le dis parce qu'on a connu pendant un temps ce qu'on appelle une désindexation du RSA, et donc les bénéficiaires du RSA, ce qui a lieu aujourd'hui sur les prestations familiales, qui sont désindexées par rapport à l'inflation, une désindexation c'est une perte relative de pouvoir d'achat, vous progressez moins vite que l'inflation. Ce n'est pas le cas du RSA, le RSA progresse au niveau de l'inflation. Donc il n'y a pas de perte de pouvoir d'achat pour les allocataires du RSA. En tout cas, il n'y a pas de hausse. Non, mais il n'y a pas de hausse par rapport à un montant, donc il va continuer d'augmenter tous les ans, mais il augmentera au rythme de l'inflation. C'est-à-dire qu'on ne va pas recréer ce qui avait été créé et que le précédent plan pluriannuel a dû rattraper, et c'est son honneur de l'avoir fait. Il y a eu le I plus 10, inflation plus 10%, qui était la logique du précédent plan, c'était pour rattraper des gains, des pertes de pouvoir d'achat. Je dis juste une chose, chacun ici est conscient que la réalité des minima sociaux et leur montant recouvre des réalités de vie très différentes. Et que bien évidemment, à 480 ou à 525 € par mois aujourd'hui, en fait, on survit. Personne ne dit le contraire. Et ce serait abject que de faire la morale aux gens en leur disant que c'est déjà beaucoup, parce que ça n'est pas beaucoup, c'est très peu, bien évidemment. Après, ça pose la question de c'est quoi le bon seuil de pauvreté. Vous avez ici un excellent rapport d'une association, l'Observatoire des inégalités, qui dit que le bon calcul, c'est pas 60% du revenu médian, c'est plutôt 50 ou 40. Non, mais c'est un débat. Discutons-en, parce qu'à ce moment-là, le rapport entre RSA et taux de pauvreté n'est plus le même. Bon. Donc, moi, je ne veux pas défendre l'inverse de mes convictions, qui sont que je pense que dans une société riche comme la nôtre, il est légitime et normal qu'on ait cette interrogation et que l'interpellation des associations, des personnes concernées, elle est pleinement légitime. La question après, c'est où va la priorité de la dépense publique. Et donc, là, je veux assumer devant vous, et plus que devant vous, le fait que le choix très clair de la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté, c'est d'investir davantage sur les services collectifs que sur les prestations monétaires aux personnes. Alors, on peut dire qu'il faut faire les deux. Et donc nous disons oui, nous faisons les deux, puisque nous augmentons la prime d'activité de à peu près 1 milliard par an pendant 4 ans.
Et donc la prime d'activité, dont l'INSEE nous a redit il y a 3 semaines qu'elle avait très fortement contribué à la légère baisse du taux de pauvreté dans notre pays. Donc, la prime d'activité, c'est un puissant levier, notamment sur les familles et sur les travailleurs pauvres. Hein. C'est ce qui permet à une bonne partie des travailleurs pauvres de passer au-dessus du seuil de pauvreté. La prime d'activité, cette prime d'activité, elle va être revalorisée. Voilà, et elle va progresser. On va dépenser 3,9 milliards en plus sur les 4 prochaines années, sur l'augmentation de la prime d'activité. Juste pour qu'on compare, l'augmentation du RSA sur le précédent quinquennat, chiffré au début du quinquennat, c'était exactement le même montant. Donc, et c'était même moins en fait en cumulé en montée en charge annuelle, mais c'était 1 milliard par an à la fin de la montée en charge. Nous, on met 1 milliard par an, on met 700 dès cette année, et ça dès l'année 2019, et ça va continuer de monter. Donc, je le dis quand même parce que il faut un peu rendre justice à la réalité des décisions publiques qui sont prises. Aujourd'hui, nous allons mettre 4 milliards de plus qui vont arriver, qui sont donc, sur la prime d'activité, dont chacun sait ici que c'est pour partie l'ancien RSA activité, donc on parle bien quand même des mêmes types de publics, même si la prime d'activité touche des personnes qui par essence travaillent un peu ou beaucoup, donc un petit peu moins en grande fragilité, mais c'est une logique de retour vers l'emploi et d'incitation au travail qui, je crois, est très largement partagée autour de cette table. Et donc, fondamentalement, mais je reviendrai sur vos observations, bien sûr, mais qui, fondamentalement, nous ne renonçons pas à soutenir monétairement les familles et les personnes concernées. Nous disons, nous ne faisons pas le prêt de la prime d'activité parce qu'elle correspond à notre priorité qui est l'incitation au travail, et par ailleurs, nous investissons d'une manière totalement inédite 4 autres milliards sur des politiques qui ont été abandonnées toutes ces dernières années. On ne peut pas dire, ce que vous dites fort justement, et Dieu sait que je le partage, qu'il faut s'attaquer aux inégalités dès la petite enfance. Je vais y revenir. Investir sur l'éducation, investir sur la prévention, investir sur les dépenses de santé, investir sur la formation pour les jeunes. Et de l'autre côté, dire l'alpha et l'oméga des politiques sociales, c'est le niveau du RSA. C'est un point important, je ne le nie absolument pas, c'est important pour les ménages. Mais ce qui est aussi important pour les familles, c'est d'accéder à des services collectifs à bas prix, c'est d'avoir des petits déjeuners à l'école ou une tarification sociale des cantines, c'est d'avoir une tarification sociale sur la mobilité, c'est de payer moins cher ses dépenses de santé. C'est ça, quand on dit qu'il faut travailler la pauvreté en conditions de vie, les études de l'ONPES sur la réalité des taux de privation matérielle des enfants et des familles, c'est ce que nous avons fait. Et la stratégie pauvreté, elle apporte des réponses, y compris en termes de pouvoir d'achat, extrêmement concrète aux familles là-dessus, et certainement plus efficace qu'une revalorisation de quelques euros du RSA, puisqu'on fait gagner plus d'argent aux familles par d'autres mesures. Un seul exemple, pour être très concret, et je reviens sur quand même cette partie santé, il faut redire, hein, sans centre de santé, 30% d'augmentation quasiment de l'ONDAM médico-social spécifique. Enfin, ici, vous savez de quoi on parle. On parle des dispositifs d'accompagnement médico-sociaux des personnes les plus fragiles. On parle de un chez-soi d'abord, la psychiatrie. On parle des appartements de coordination thérapeutique, l'addicto. On parle des lieux de soins santé, des lieux d'accueil médicalisés. On parle de tous ces dispositifs de coordination médico-sociale qui sont ceux qui prennent en compte les situations des personnes les plus fragiles, les plus exclues. On va mettre plus de 400 millions d'euros sur ces dispositifs ces prochaines années. Je donne un exemple, il y a 1200 appartements de coordination thérapeutique en France aujourd'hui. On va en faire 600 dans les 2 prochaines années. Moi, j'étais au congrès de la fédération Addicto et de gens qui gèrent les ACT. Je peux vous dire que c'est un changement sur le terrain qui va être assez sensible parce qu'il y a beaucoup de souffrance derrière ces situations. Donc, vraiment, en termes de santé, c'est majeur. La fusion de l'ACS dans la CMUC, comme je l'ai peut-être dit déjà à certains d'entre vous, j'ai parmi mes nombreux défauts celui d'être grenoblois, donc je connais bien le laboratoire Odenor depuis sa naissance, depuis tous ses travaux, j'ai accompagné sa croissance. Les travaux d'Odenor sur l'ACS, ça fait 10 ans que l'Odenor fait des travaux pour démontrer le taux de non-recours, pour tester. Ça fait 10 ans qu'on espère enfin cette fusion ACS-CMUC. Elle arrive maintenant, 1 demi-milliard pour l'assurance maladie, 1,4 million de familles directement concernées, 3 millions potentiellement qui n'ont pas recours aujourd'hui selon le fonds CMU. C'est ça la réalité. Je suis désolé, rien que ça, c'est un changement mais considérable dans la vie des familles. L'ACS, c'est hyper compliqué. Et on parle que de familles pauvres, parce que le plafond ACS, il est sous le seuil de pauvreté. Donc, on n'a que des familles qui, aujourd'hui, doivent prendre une mutuelle, demander à l'État de prendre une petite partie, donc un processus qui, même s'il a été simplifié, reste compliqué, qui demain vont avoir la CMUC contributive, elles vont payer moins cher un panier de soins de meilleure qualité. Une femme seule avec 3 enfants, elle va économiser 700 euros par an, en moyenne, sur son panier de soins. 700 euros par an. C'est plus que de revalorisation du RSA. Hein. Donc, si vous voulez, on peut avoir cette discussion et vous êtes légitime et vous avez raison évidemment de redire qu'il y a des réalités de vie qui sont difficiles, qu'il faut aller plus loin sur tel ou tel aspect, mais regardons vraiment l'ensemble de ce qui est proposé là. Et moi je prétends que l'investissement sur les services collectifs et sur l'accès moins cher à un certain nombre de prestations essentielles de vie, je pense que c'est majeur. Marché de l'emploi saturé, parce que vous dites, et je comprends parfaitement la critique, parce qu'elle est ô combien fondée, pourquoi faire des politiques d'accompagnement s'il n'y a pas de travail ?
Et en fait, vous allez emmener les gens dans le mur ou vous allez dépenser de l'argent pour rien. Alors, les économistes nous disent, je ne sais pas en tant que sociologue ce que vous en penserez, mais le débat il est passionnant, c'est que ce qu'on dit généralement sur ces politiques dites d'activation, même si en France c'est un mot qu'on manie avec beaucoup de précaution, on dit que c'est des politiques qui sont sans impact majeur quand le marché du travail se rétrécit. Assez logiquement, on change d'ordre dans la file d'attente. Par contre, quand le marché du travail progresse, ce qui est quand même le cas en France aujourd'hui, il faut quand même le dire, y compris, je vais y revenir dans les Hauts-de-France, en fait, on fait plus que changer la file lors de passage dans la file. On permet l'accès pour des personnes qui n'y auraient pas eu accès sans ces politiques d'accompagnement. Et même, alors vous allez me trouver un tout petit peu utopiste, on participe d'une dynamique de croissance au moins à l'échelle des territoires parce qu'on permet de pourvoir des emplois qui sinon ne seraient pas pourvus. Et je fais tout de suite le lien avec les Hauts-de-France. J'y étais il y a quelques jours. J'y viendrai justement sur les sanctions et sur la politique du département du Nord. J'ai parlé de ça avec le président Le Cerf. Dans les Hauts-de-France, vous avez raison, il y a des territoires en déshérence totale. C'est d'ailleurs pour ça que le territoire démonstrateur de la stratégie pauvreté, c'est le bassin minier. Donc là, voilà, il n'y a pas que le bassin minier, il y a d'autres territoires pour qui c'est pas. Mais on travaille là-dessus. Mais à Douai, il y a Amazon qui s'est installé. Oui. Ils cherchent à recruter 3000 magasiniers aujourd'hui. Et donc, une des difficultés du département aujourd'hui, c'est de trouver des personnes pour pouvoir des postes pour Amazon à Douai. Donc, je dis qu'il y a des emplois aujourd'hui immédiatement disponibles. Et pour lesquels ils ont du mal à recruter. C'est une réalité qu'on ne peut pas nier. Et on connaît tous, moi je le connais sur mon territoire à Grenoble, des entreprises qui nous disent qu'elles ont du mal à recruter. Donc c'est les fameux 300 000 emplois qui sont évoqués régulièrement, non pourvus en France, etc. Et moi je pars du principe que ce n'est pas les personnes qui sont coupables de cela, parce que la plupart du temps elles ne connaissent pas, elles ne sont pas informées, elles ne sont pas accompagnées, c'est qu'on a un déficit de politique d'accompagnement vers ces emplois-là. Ça tombe bien, la stratégie pauvreté prévoit des appels d'offres dédiés, donc spécifique pour ces besoins-là, conjoints entre l'État et les départements. Ça n'a jamais existé, sous cette forme, jamais. On va mettre 150 millions pour la dernière année, 15 millions l'année prochaine, mais ça monte en charge très vite, sur des appels d'offres conjoints État-département sur l'accompagnement, sur les besoins du marché du travail localement. Alors, cher monsieur, vous avez raison, ça ne réglera pas tout du jour au lendemain, et il y a des territoires où c'est très difficile. J'étais en Ardèche, j'étais dans le Gard, sur des territoires où aussi, on peut parler d'autres territoires difficiles, où il y a peu d'activités économiques propres, il y a ce qu'on appelle l'économie présentielle, quoi. Donc, bien sûr qu'il y a des endroits où il n'y a pas de baguette magique, mais déjà, on se redonne les moyens de financer de l'accompagnement là où il y avait plus rien. Et oui, vous avez raison, pour les personnes très éloignées, s'il n'y a pas de coup de baguette magique, c'est compliqué. Donc on ne va pas forcer quand vous dites que vous allez former des gens à d'autres métiers. Vous avez raison, c'est difficile. Et simplement, que montre Territoire Zéro Chemin de longue durée? Que montre Convergence, Tapage? Que montre l'insertion par l'activité économique? Que des belles histoires, parce qu'il y a des échecs, mais il y a aussi beaucoup de succès, de gens qui ont 50 ans, qui pensaient qu'ils ne retravailleraient plus et qui finalement ont appris autre chose, ont trouvé leur place autrement. Et moi, je ne vous dis pas que c'est facile et je vous dis, c'est possible. Et il faut qu'on redonne. Allez-y. Je ne dis pas le contraire, juste pour parce que je suis également des Hauts-de-France. Mais oui, je sais bien. Je suis de Lille. Mais vous avez demandé, par exemple, vous parlez d'Amazon qui s'installe à Douai. Je ne pense pas qu'à Douai, il y ait 3000 personnes qui soient... Tout à fait. Mais voilà, vous avez demandé, par exemple, moi, à l'époque où j'étais demandeur d'emploi, j'habitais en banlieue lilloise. Problème, comment je fais pour aller à Douai? Bien sûr. C'est ça. Bien sûr. Bon, admettons, je trouve un moyen pour y aller. Voilà, c'est parce que j'ai eu plusieurs propositions à une époque, d'ailleurs, quand j'étais hébergé. On me proposait des emplois. J'avais même trouvé un emploi en Savoie. Simplement, il y a 3 ans d'attente pour avoir un logement. Monsieur, alors avoir un emploi pour se retrouver SDF. Monsieur, juste ce que vous dites est parfaitement vrai. Et moi, si j'avais une baguette magique, je vous le dirais, mais je ne l'ai pas. Vous avez raison de pointer la difficulté de la tâche. La seule réponse que je peux vous donner en politique publique, c'est qu'il faut des politiques d'accompagnement. Ce que vous décrivez, c'est de l'accompagnement. Le besoin en mobilité, c'est de l'accompagnement. Le besoin d'un logement, c'est de l'accompagnement. Donc si nos travailleurs sociaux n'ont plus d'outils d'accompagnement sous la main, en effet, ils sont condamnés à l'impuissance et ça crée ces situations-là. Après, encore une fois, il y a des endroits où ça marche, il y a des personnes pour qui ça fonctionne. Si on veut rester une société où on part des plus fragiles, il faut donner sa chance à ce type de dispositif. Alors, partir des territoires, nous allons installer d'ici la fin du mois de novembre
des conférences régionales d'acteurs, où en fait ce sont les acteurs des territoires qui porteront chacun des objectifs de la stratégie. On aura des animateurs régionaux qui seront des vraies personnes concernées, donc on va demander au CRPA et aux personnes concernées de prendre la responsabilité d'appliquer certains des objectifs. On va demander à des collectifs de travailleurs sociaux, on va demander à des associations, à des collectivités, à des caisses de sécurité sociale, en fonction des objectifs, on va distinguer, mais nous allons faire en sorte que ce soit les acteurs de terrain qui portent la stratégie. Et donc c'est ce que je dis depuis 1 an, je ne vais pas changer d'une virgule là-dessus, ce sont les acteurs qui vont être mobilisés pour ça. Je suis 3 jours par semaine en déplacement sur les territoires pour préparer ça. Mais en même temps, et votre interpellation était ô combien fondée et renforcée par celle de Guy sur l'inégalité territoriale, il faut sortir d'une situation, notamment sur l'insertion, mais pas que, c'est le Far West aujourd'hui. Donc il faut remettre du cadre national. Ce cadre national, il va passer d'abord par une contractualisation dans laquelle il y aura une matrice commune, obligatoire, au menu et pas à la carte, qui prévoira l'aide sociale à l'enfance et l'interdiction des sorties sèches, la création de maraudes dédiées à la situation d'enfants à la rue, là où il y a un besoin social, la mise en place d'accueils sociaux inconditionnels et de référents parcours sur l'ensemble du territoire où l'État financera l'ingénierie. Donc je le dis tout de suite par rapport aux questions qui étaient posées sur comment on organise l'accès aux services publics sur les territoires. Voilà comment on va le faire. On va financer des déploiements d'accueils sociaux inconditionnels avec les départements, avec les métropoles là où elles prennent la compétence, avec les CCAS là où les compétences aussi sont déléguées, mais on partira des départements. Au-delà de cela, nous allons avoir une partie à l'initiative des territoires où ils pourront proposer des actions qui viennent s'inscrire dans la... Donc en fait, on a bien 2 volets. Je pense que c'est inédit en termes de contractualisation État-collectivité, des grands objectifs de politique publique partagés, l'État qui impose une matrice nationale parce qu'il y a besoin... Oui, excusez-moi, je me suis arrêté à la travail sociale. La 3e matrice, c'est sur l'insertion. Un processus unifié, instruction de la demande, orientation, mise en place d'un accompagnement, et ces appels d'offres conjoints sur l'accompagnement que j'évoquais il y a quelques instants. Donc on va avoir enfin, et c'est ce qui va préfigurer cette logique de SPI, de service public de l'insertion, que le président a appelé de ses voeux, on va enfin avoir cette matrice unique. Bon, le revenu universel d'activité va permettre aussi de poser la question de l'inégalité territoriale aujourd'hui sur le financement des AIS, parce qu'il y a en effet un contentieux ancien. La réalité, c'est que le système il est intrinsèquement dysfonctionnel et qu'on le règle avec des fonds d'urgence année après année et qu'on ne règle pas le déséquilibre de fonds, qui est qu'en effet, le taux de couverture des aides individuelles de solidarité est très différent selon les départements. Pour le RSA, il varie entre 43 et 83% à l'échelle nationale et comme vous le savez, c'est dans les départements les plus riches que l'État couvre le plus les dépenses de solidarité nationale et c'est dans un RSA dans le Nord, dans le Pas-de-Calais ou dans la Seine-Saint-Denis est majoritairement payé par le contribuable du département qui est lui-même plus pauvre, alors que dans les Yvelines, il sera payé par la solidarité nationale. Donc c'est absolument inacceptable et nous aurons l'opportunité de revenir là-dessus. Tout dernier mot, une objection tout à fait fondée. Évidemment, nous sommes conscients des défis techniques qu'il y a derrière la fusion des minima sociaux et nous sommes ô combien conscients, donc vous le savez, il y a eu des travaux techniques tous ces derniers mois, on rendra public d'ailleurs très prochainement un certain nombre de résultats qui nous permettent d'y aller les yeux ouverts. C'est aussi pour ça, en effet, que certains arbitrages ont pu prendre un peu plus de temps parce qu'il y avait des exigences très importantes des plus hautes autorités de l'État pour vérifier la viabilité technique. On ne prépare pas une annonce comme celle-là sur trois règles de 3 sur un coin de table. Donc, évidemment, tout ça a été expertisé déjà, a priori, de manière quand même très très précise. Et donc, on ne va pas à l'aveugle. Et je le dis, et vous m'autoriserez de le dire en souriant, il est rare qu'en politique sociale, on considère que la Grande-Bretagne est un exemple pour la France. Et donc je vous confirme que l'exemple anglais ne sera pas l'exemple suivi par la France pour la réforme des minima sociaux, ça va sans dire. Je n'ai jamais considéré que la Grande-Bretagne était un modèle de politique sociale, donc ce ne sera pas non plus le cas cette fois-ci. Et l'Universal Credit britannique, non seulement il a été fait rapidement, on a travaillé aussi avec des universitaires britanniques, mais Clément Caderouet a dû vous dire qu'on avait reçu des universitaires britanniques sur le sujet, etc. Mais l'Universal Credit, il avait deux objectifs. Plafonner le montant total des minima sociaux et des prestations sociales pour les personnes, donc c'est un objectif d'économie. Il ne m'a pas semblé que le président de la République avait parlé de ça, et ce n'est pas du tout l'objectif. On n'est pas là pour faire des économies sur le dos des prestations sociales, c'est l'objectif en Grande-Bretagne. Le deuxième sujet, c'est que ça va même plus loin, ils ont mis sous condition d'activité l'accès à des prestations familiales. Donc c'était une conditionnalité pour le coup à l'activité qui n'existait pas sur des... Donc si vous voulez, moi, je suis comme tout le monde, j'ai vu les films de Ken Loach, je sais ce que c'est que... Bon voilà, et je vous le dis tout de suite, c'est un repoussoir pour nous, donc il n'y a pas de sujet, et pas question de mettre en œuvre ce type de dérive. Alors sur les sanctions, le débat est compliqué au plan scientifique parce qu'il y a des éléments, en effet, qui certains disent que c'est des politiques très efficaces, d'autres qui ne savent pas. La conviction que nous portons, c'est qu'une politique
qui créerait des engagements réciproques sans que l'absence d'engagement ne puisse être sanctionnée se condamne à l'impuissance. Donc nécessairement les sanctions font partie du débat et de la contractualisation entre la personne et la collectivité. Mais pour autant, la réalité actuelle, c'est que dans les engagements réciproques, l'engagement qui n'est pas tenu, c'est celui de la collectivité. C'est-à-dire que demander, être exigeant par rapport à un individu, si on n'est pas capable nous-mêmes déjà de faire ce que la société doit lui promettre, c'est-à-dire l'égalité de traitement, l'égalité d'accès et l'accompagnement, c'est en effet inégalitaire et c'est injuste pour les personnes. Et ça nourrit ces critiques scandaleuses sur l'assistanat et cette culpabilisation des plus pauvres qu'on est très nombreux à dénoncer depuis longtemps. Donc, je dis sans démagogie, parce que je ne suis pas là pour ça, oui, la question des sanctions fait partie de la contractualisation, pas sous l'angle où tout le monde sera obligé d'accepter. Non, les offres d'emploi, elles sont conditionnées pour des personnes qui sont accompagnées par Pôle emploi. Donc ça existe déjà. C'est déjà le cas pour les 800 000 allocataires du RSA qui sont aujourd'hui suivis par Pôle emploi, je le rappelle. Donc là-dessus, on ne change pas, on n'a pas l'intention de changer ce régime. Simplement, vous avez des départements qui sursanctionnent. Je ne sais pas si c'est le cas du Nord, j'en connais un autre qui, pour les coups, lui, est connu pour sursanctionner. Et vous en avez d'autres où les sanctions n'existent jamais. Jamais. Et il n'avait aucune sanction. Donc s'il n'y a aucune sanction, ça veut dire qu'il n'y a aucun engagement réciproque. Et je le redis, le premier pas, il est à faire du côté de la collectivité et des pouvoirs publics. C'est d'abord au pouvoir public d'accompagner la personne avant d'exiger d'elle des résultats ou que sais-je. Donc je crois que c'est une logique de responsabilité. C'est la même chose dans le territoire zéro chômeur où la personne elle est accompagnée et elle accepte un certain nombre de choses, sinon elle sort du dispositif. Donc je veux dire, on est dans un univers de responsabilité et on n'est pas dans un univers qui infantilise les personnes au motif qu'elles seraient en situation de pauvreté. Donc oui, en effet, la responsabilité c'est pas un gros mot, y compris pour des personnes en situation de pauvreté. Voilà, il n'y a aucune raison de penser qu'elles seraient moins responsables que d'autres. Par contre, il faut que l'effort soit en effet réellement réciproque. Sur les territoires en déprise, donc je vous ai répondu un tout petit peu, mais sachez que votre interpellation sur les métropoles et ce point fondamental des locomotives métropolitaines sur les territoires, c'est un sujet majeur sur lequel on va travailler. J'en avais parlé avec Nicolas Hulot. On va travailler sur des appels à projets spécifiques territoriaux pour travailler sur ce maillage. Il y a des gros enjeux, par exemple sur l'alimentation, les circuits courts, les modèles de transition écologique. J'en parlais hier avec Johanna Roland à Nantes qui veut pousser beaucoup ces politiques-là très intégrées entre la transition écologique et la transition sociale. Je crois que c'est un enjeu absolument central. Donc vous avez 1000 fois raison sur tout cela. Voilà, tout dernier mot, et je conclue là-dessus. Bon, je vous ai dit que sur la santé, moi je trouve, mais je ne suis pas juge, évidemment, voilà, j'ai encore une fois aucune vérité, je trouve que c'est un peu sévère parce que sur la santé, la stratégie dit énormément de choses. Puis ça a été très porté par Agnès Buzyn, donc moi je trouve que voilà, on a une partie santé du plan pauvreté qui est considérable, et sur l'accès aux droits liés à la santé, et sur l'offre de santé. Sans centre de santé, moi je suis pareil, excusez-moi, le grenoblois que je suis, la médecine salariée en centre de santé, j'y crois, et je vois ce que ça donne sur les quartiers les plus fragiles, et je crois que c'est absolument formidable que la ministre s'engage en la matière. Sur les travailleurs sociaux qui n'ont pas le temps, vous avez raison. Alors, moi je me méfie toujours des affirmations générales parce qu'elles trouvent beaucoup de contre-exemples. Il y a des endroits où ils ont le temps, il y a encore des gens qui savent faire du travail social de qualité. Nous, on veut redonner de l'oxygène et on veut faire en sorte en effet que ce choix de donner du temps à l'accompagnement et à partir des besoins des personnes soit un choix partagé, éclairé et sur lequel l'État concourt à l'effort. Sur les ressources des jeunes, juste, soyons quand même là aussi un tout petit peu justes. Certes, on n'a pas annoncé l'ouverture au RSA, mais il n'y avait pas de scoop. Le président avait dit dès le départ, avant même la concertation, que ce ne serait pas le cas. Par contre, il y a 100 millions de plus sur le PACEA. Excusez-moi, c'est 100 millions qui vont directement dans la poche des jeunes. Hein. C'est des ressources pour les jeunes, le PACEA. 100 millions par an. Hein. C'est des ressources pour les jeunes. Vous savez tout ce que c'est que le PACEA. Hein. C'est ce qu'il y avait avant dans l'allocation civis. Ça peut être le même montant qu'une garantie jeune. Donc c'est le montant du RSA par mois pendant 3 mois. Donc, excusez-moi, c'est vraiment ça, quoi. Voilà, on va financer l'accompagnement pour les sorties de l'aide sociale à l'enfance, l'obligation de formation, on va financer les missions locales, on va financer les PAEJ, on va financer l'éducation spécialisée. Enfin, on remet des moyens dans l'aller vers les plus jeunes, et vraiment, enfin, vous verrez, tous les dispositifs y sont. Et je conclus sur les jeunes enfants. Alors là, pour le coup, pour m'inscrire en faux avec ce que vous dites, parce que pour le coup, j'ai mené ces politiques-là pendant 10 ans, et plus que ça, même sur un territoire de grande pauvreté. À Grenoble, on a fait le choix de donner la priorité aux familles en situation de pauvreté dans l'attribution des places de crèche. On est la seule ville de France à avoir fait du critère pauvreté le critère numéro 1 dans le critère d'attribution des places de crèche. Et on a eu 40% d'enfants en situation de pauvreté dans nos crèches. 40%. La même proportion que sur la ville de Grenoble. Vous savez, aujourd'hui, dans les grandes villes, vous avez plus de 30% des enfants qui sont en situation de pauvreté. Les grandes villes surconcentrent la pauvreté des enfants. Alors ça, on a mis 3 ans à l'obtenir. Et entre guillemets, de la vraie pauvreté, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur le ratio filoué à 1 euro de l'heure, où c'est pas des familles pauvres, c'est des familles classe moyenne qui ont 1 euro de l'heure. Je parle du vrai ratio, seuil de bas revenu pour les familles. Ceux où il n'y a que 5% des enfants en France qui accèdent à la crèche.
À Grenoble, ils étaient, parce que depuis les politiques municipales ont un peu changé, mais ça restait quand même assez haut, on a réussi à atteindre le même représentation dans les crèches. Et on l'a fait, en effet, en construisant un écosystème de confiance avec les familles à l'échelle territoriale. Quand les familles ont l'accès à un service et qu'elles comprennent l'intérêt pour leur enfant, et elles comprennent tout de suite l'intérêt pour leur enfant, c'est pas du plus mauvais parents que les autres. En fait, moi j'ai eu des pétitions de familles pour accéder aux crèches et pour avoir le programme par les bambins. Non, mais Donc, les gens de familles oui, en les extrême gens pauvreté, sont je pas- peux vous dire. Donc les les gens gens sont sont excellents très parents. préoccupés. Voilà. Et Les donc, gens sont préoccupés donc, par les voilà. Et donc moi je me méfie de ce discours consistant à dire oh de toute façon les familles pauvres elles veulent pas, elles diront jamais et tout, parce que c'est pas vrai. Et donc elles viennent. Et alors, Ça par dépend contre, des moyens qu'on met effectivement voilà, pour permettre l'accueil de il faut ces de l'accompagnement, enfants-là. il faut Et en on est effet d'accord. accompagner les professionnels. Bien Oui, sûr, d'accord. mais ne créons pas entre nous l'impression que c'est infaisable, parce qu'on crée nous-mêmes des crispations. Aujourd'hui, 2/3 des attributions des places de crèche dans notre pays se font sur le critère de biactivité des parents. Si vous ne bossez pas, vous n'avez même pas le droit de déposer une demande de place de crèche. Commençons par abattre cette frontière-là. Disons aux familles en situation de pauvreté qu'elles ont la même légitimité que les autres à accéder aux places de crèche, et vous verrez qu'elles y viendront comme les autres. Il y a quelques années de travail devant nous. Je ne prétends pas que ce soit auteur-réalisateur, mais moi, vraiment, je veux dire, et puis je l'ai fait, et je l'ai fait sur des milliers d'enfants. Grenoble, c'est 30 crèches, c'est 3000 places, donc je sais pas, voilà. Tout dépend aussi de la façon dont on va communiquer là-dessus. C'est-à-dire que là, vous annoncez les places en crèche pour que les enfants accèdent à un langage, etc. Oui, etc. tout à fait. Le souci, c'est que les parents ont Au besoin... développement complet de l'enfant. Oui, mais et quelle place on va faire aux parents? L'idée, c'est pas... Les gens disent quand ils lisent ça, par exemple, on l'a fait lire, le plan pauvreté. Faire lire ça à des parents de jeunes enfants, dire mais nous, on s'est parlé à nos enfants. Enfin, c'était plus dans la manière dont, une fois de plus, le côté humiliant de se dire on nous offre des places de crèche parce que là-bas on va apprendre à nos enfants à parler, vous voyez, c'est tout. Je suis pas hors sol et j'ai fait ces politiques avec les familles aussi. J'ai fait et puis pour le coup je l'ai fait parce que le programme je l'ai créé et avec Michel Zorman à l'époque on a fait des tas de réunions, des dizaines et des dizaines avec des familles. Moi j'ai jamais entendu, une seule famille se sentir stigmatisée parce qu'on lui disait qu'on allait l'aider à ce que son enfant parle mieux. Par contre j'ai vu beaucoup de mamans qui étaient folles de joie de voir les progrès de leur enfant. Mais les parents sont absolument conscients du besoin d'être accompagnés pour aussi permettre de D'ailleurs, les s'épanouir parents en des tant que milieux parents les plus enfants. favorisés s'ils ne sont pas trompés, Mais- parce que c'est eux qui font pression pour avoir des Bien places de sûr. crèche. Merci On est beaucoup. absolument d'accord, donc c'est bon pour tous. Tout à fait. Voilà, merci beaucoup. J'espère que ce débat nous a tous enrichis. Du moins, c'était le souhait. Merci à toutes et à tous, et puis à bientôt.